Crassus prit son essor sous la dictature de Sylla. Il rachetait les biens des proscrits, ce qui le rendit immensément riche. Mais surtout, il avait tissé entre les 7 collines de Rome un dense réseau d'observateurs chargés de l'avertir dès qu'un incendie, chose alors courante, se déclarait. Crassus se rendait immédiatement sur les lieux et offrait au propriétaire de la maison voisine de la racheter avant qu'elle ne soit, à son tour, atteinte par le sinistre. Le vendeur refusait. Plus il s'entêtait, plus l'incendie progressait et Crassus, patiemment, baissait son prix. L'homme ne se résignait jamais avant l'instant ultime où il n'aurait plus à négocier qu'un tas de cendres. Il aurait pu accepter la première offre de Crassus, mais bien qu'il refusât de l'admettre, il n'avait jamais eu le choix. Crassus ouvrait alors sa bourse et levait dans la foule une armée de serviteurs pour étouffer le feu. Crassus, encore et encore, jouait de ce curieux mécanisme, aberrant mais infaillible, mélange de désespoir et de cupidité par lequel ses semblables, immanquablement, précipitaient leur propre ruine. Comme il trouvait parfois le cours naturel des choses trop lent à son goût, Crassus n'hésita jamais à encourager incendie et proscription. Ses meilleurs informateurs étaient les femmes de ses ennemis. Vulgaires et superstitieuses, ces femmes étaient pour lui des proies faciles. Il s'avisa qu'il pourrait en tuer une, simplement, comme on tord le cou à un poulet. L'idée l'effleura au moment de la jouissance, comme le frémissement imperceptible des longs tentacules d'un saule. Il sourit en imaginant la stupeur figée à tout jamais sur son visage. Et il chassa cette pensée parce qu'elle était inutile. Crassus soumit un jour la très jeune femme d'un sénateur dont la vertu et les refus répétés avaient piqué son désir. Lorsque sa résistance tomba, elle s'offrit à lui avec une violence dont il s'émut. Il comprit qu'en culbutant tous les principes qui régissaient son existence, il était, en une nuit, devenu sa religion, son Dieu, son unique raison d'être. Alors il la jugea dangereuse, prit peur et la renvoya chez son mari. Le lendemain, il apprit qu'elle s'était donné la mort. À quelque temps de là, il réussit l'une des plus belles entreprises de sa carrière. Cela commença par une anomalie. Se jouant de ses défenses, elle avait d'abord fondu sur le cerveau central, puis, au dernier moment, elle s'était laissée rabattre dans un circuit secondaire. À l'instant où ses chiens allaient la mettre en pièces, elle s'était volatilisée.
Il sortit haletant de cette épreuve, frissonnant de dégoût. L'interface avec la machine était si puissante qu'il ressentait physiquement et moralement toute atteinte à l'intégrité de ses programmes. Il resta longtemps songeur. L'anomalie n'avait laissé aucune trace, aucun reste derrière elle. Il ne parvint ni à la pister ni à l'analyser. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il remarqua les premières traînées de sable. Il crut d'abord à une simple poussière constellée d'éclats de mica, mais il dut se rendre à l'évidence. Les circuits s'oxydaient. Par un phénomène inexplicable, ils revenaient à leur état primitif, de l'oxyde de silicium, du sable. Comme un organisme pourrissant, la machine évacuait les débris de ses entrailles. Puis elle perdit la mémoire. Il passa des nuits entières, impuissant et terrifié, à veiller l'inexorable progression de ce cancer qui le coupait du monde. Agissant comme une colonie de fourmis sur une charogne, il nettoya la carcasse de la machine, puis il amoncela le sable en un petit tas, sous la lumière de sa lampe. Celui-ci se mit à briller d'une manière insolite. Il devenait plus chaud, comme révélant une nature jusque-là dissimulée, insoupçonnée. Il ne pouvait en détacher son regard. Toute sa vie, il n'avait traité que des chiffres. Sa fortune avait soudain pris corps sous ses yeux. Chaque grain d'or pur brillait d'un éclat singulier. Il entreprit alors de compter son or. Et quand il eut fini, il recommença. Au matin du 5e jour, il s'endormit. Lors du premier triumvirat, quand le monde fut partagé, Crassus s'arrogea l'Asie, réputée pour ses richesses fabuleuses. Rêvant de gloire et de pillage, il y trouva son propre sang. Trahi, il s'enfonça dans le désert syrien, mer furieuse, muette et sans mouvement, sur laquelle le soleil verse sa flamme implacable et directe. Une tempête silencieuse dispersa son armée et le ciel et la terre eurent les couleurs de son mirage. Il gravit, redescendit et gravit encore ces vagues hautes comme des montagnes, comme un océan devenu sable au milieu d'un ouragan. Il lui semblait fouler les cendres jaunes de son rêve. Il n'entendait plus les râles qui venaient mourir sur ses lèvres, seulement les lourds battements de son propre cœur, à l'unisson du tonnerre de sabots et d'écume des cavaliers de Suréna, le général Parthe, répercuté de crête en crête et dont le cercle se refermait autour de lui. Lorsqu'ils l'atteignirent, Suréna lui fit couler de l'or fondu dans la bouche en lui disant
Rassasie-toi donc de ce métal dont tu es si avide.